Merci beaucoup. Alors effectivement, nous l'avons dit, merci déjà d'être présent pour cette chouette discussion. Je pense on va apprendre beaucoup de choses. Cette première rencontre de la journée, bien manger, donc nous savons tous sensiblement ce que cela veut dire, hein, de beaux produits, de belles préparations, et hop, on mange bien. Si vous êtes avec nous, c'est que vous voyez très bien ce que je veux dire, et que c'est un peu plus compliqué que cela. Maintenant, est-ce qu'on peut tous bien manger? Comment apprend-on à bien manger? À la maison, en dehors, quand on est enfant peut-être, même à l'âge adulte, hein, je pense qu'on apprend des choses tous les jours. Est-ce que l'on peut apprendre à bien manger? Alors pour répondre à ces questions, effectivement, et pour parler des différentes façons et autres initiatives pour bien manger, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau donc Élodie Sauvage-Ferrezin. Venez Élodie, je vous en prie. Sous vos applaudissements, comme disait quelqu'un d'autre. Installez-vous Élodie, je vous en prie. Donc Élodie, vous êtes la directrice du hangar et du hangar bus. Du hangar, c'est ça? Hangar. On peut enlever le masque peut-être pendant la... Oui, je pense que ce sera mieux pendant la rencontre. Et en plus, il y a une petite bonnette, donc c'est parfait. Ensuite, Pierre Aschieri, le maire de Montsartou. Monsieur le maire, je vous en prie. Installez-vous, monsieur le maire. Le chef de cuisine Michel Trama, le célèbre chef Michel Trama de l'Aubergeade de Pumerolles. Bonjour Michel. Installez-vous, je vous en prie. Et David Jays. David Jays est essayiste, enseignant à Sciences Po et a travaillé à la stratégie de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Bonjour à vous. Je vous en prie, David. Hop. Et je vais mettre ici. Avant qu'on commence chacun, j'avais une question à vous poser. Simple, mais finalement, peut-être qu'elle va être différente en fonction de vous quatre. Quelle est votre définition à vous de bien manger? Qui est-ce qui veut commencer? Élodie, peut-être? Ou Michel? Michel? Oh, Michel, allez. Bien manger, j'espère qu'on va en parler. Oui. Quel est le meilleur repas? Quel est le meilleur haricot vert du monde? C'est le haricot vert qui a été planté par le grand-père, qui est récolté par la grand-mère, qui est cuisiné par la maman et qui est mangé par les enfants. Pour moi, c'est ça le bien manger, l'affectif avant tout. Le meilleur compliment dans un restaurant, c'est quand quelqu'un me dit « Oh, vous m'avez fait manger quelque chose que je n'aimais pas ». Ou alors, ça m'a rappelé le plat de ma grand-mère. Voilà ce qu'est pour moi le bien manger. Élodie. Pour moi, le bien manger, c'est de la convivialité. C'est prendre le temps d'être ensemble, prendre le temps d'échanger. Et aujourd'hui, on court souvent après le temps, et ce temps-là, on le prend de moins en moins. Et c'est peut-être pour ça qu'on mange de moins en moins bien, parce qu'on ne prend plus le temps de savourer ce qu'on mange et de savourer le fait d'être ensemble. Pierre Aschieri, à vous, votre définition du bien manger. Bien, déjà, je souscris à ce qui a été dit, donc je vais simplement compléter. Bien manger, c'est manger sainement, sainement pour soi, mais sainement aussi pour l'environnement. C'est-à-dire qu'une alimentation qui soit respectueuse aussi de l'environnement. Voilà. Et on finit avec David J. C'est plus compliqué parce qu'après 3 personnes, oui, il faut rajouter votre pâte à vous. Je crois que je souscris avec des mots différents à ce que dit Michel. C'est-à-dire que je crois que bien manger, c'est en fait savoir ce qu'on mange. C'est-à-dire, au fond, vous savez, on a grandi dans une économie industrielle où vous achetez des objets toute la journée, vous n'avez aucune espèce d'idée de la façon dont ils ont été produits, assemblés. Vous regardez un iPhone, par exemple. Vous ne pouvez pas l'ouvrir. Si vous l'ouvrez, vous le pétez. Eh bien manger, longtemps, on achetait des produits au supermarché, on ne savait pas d'où ils venaient, dans quelles conditions, etc. Bien manger, c'est retrouver justement, effectivement, le haricot du grand-père, c'est-à-dire savoir d'où ça vient. On va commencer justement avec vous, David Jays. Donc, c'est un peu grâce à vous que nous sommes là ici. Hein. Vous me l'avez dit avant qu'on prépare. Donc, on peut applaudir déjà David Jays parce que il y a eu effectivement des liens avec le maire d'Agen, etc. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Vous êtes le local de l'État, parce que surtout vous êtes né ici. Donc déjà, c'est déjà pas mal. C'est même bien, c'est même très bien. Vous avez une très jolie ville. J'en rajoute un petit peu. Vous avez un CV qui, comme on dit, long comme le bras. Hein, vous avez fait, parce que vous êtes assez jeune, vous avez 30 ans. Et vous êtes spécialisé depuis quelques années sur l'économie du bien-être. C'est ça, et bien évidemment, donc,
du bien manger, puisqu'on va en parler. L'alimentation, comme vous dites, c'est à la fois économique et politique. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous entendez par là. Je vais peut-être justement repartir de ce que je disais juste avant sur le fait que longtemps, on a eu un rapport très désincarné à la consommation et l'alimentation était une forme de consommation, puisque quand on mange un aliment, on le détruit en quelque sorte. Dans l'économie industrielle classique, au fond, vous achetez des objets standardisés, et ça peut aussi bien être des produits de consommation que des plats, et ces objets, en fait, vous les détruisez, soit parce que vous les usez, soit parce que vous les mangez aussitôt. Je pense que nous sommes en train de vivre depuis quelques années une révolution absolument considérable vers l'économie du bien-être. Et qu'est-ce que c'est que l'économie du bien-être ? Ça n'est pas une économie de l'accumulation et de la possession d'objets, comme c'était le cas dans l'économie industrielle classique. C'est une économie, au fond, du bien-être. C'est-à-dire que les individus cherchent à améliorer, en quelque sorte, leur bien-vivre et leur bien-être. Et donc, il y a des secteurs qui vont connaître des mutations et des transformations très profondes. C'est le cas de la santé, on en a beaucoup parlé en ces temps de pandémie, c'est le cas de secteurs comme le transport, bien sûr, mais c'est aussi, et surtout peut-être, le cas de l'alimentation, de l'agriculture et de l'alimentation. Et de ce point de vue, je pense que ce qui est économique est aussi politique, c'est-à-dire que la France est une terre d'excellence agricole, la France est une terre d'excellence, alors on n'aime pas trop le mot, mais gastronomique, en tout cas du bien manger. Mais si vous voulez, demain, elle peut être aux avant-postes de cette révolution en fait, de l'économie du bien-être, c'est-à-dire au fond où ce qui crée de la valeur, ce qui crée de l'emploi est aussi au cœur de notre contrat social. Et bien manger, je pense que ça doit faire partie des piliers de notre contrat social dans cette économie du bien-être. On va parler dans quelques minutes avec Pierre Aschieri pour l'exemple de Montsartou, mais vous me disiez que vous aviez aidé quand vous avez travaillé à l'Agence nationale de la cohésion des territoires à prendre l'expérience de Montsartou et la développer sur 7 collectivités, c'est ça ? Monsieur le maire vous expliquera ce qu'il a fait à Montsartou, mais effectivement, je pense que le rôle de l'État demain, ça ne doit plus être d'être dans le surplomb, dans une attitude un peu verticale, de dire voilà comment il faut faire, on réglemente, et puis ça s'applique de la même manière partout. Il y a de l'innovation dans les territoires. L'exemple de Montsartou, c'est un exemple qui est absolument pionnier pour le bio et pour les circuits courts dans les cantines. Mais je pense que monsieur le maire va le dire, ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts. Ça nécessite toute une logistique, une organisation, un accompagnement. Il faut aussi associer toutes les parties prenantes, les producteurs, la population, etc. Donc tous les maires ne savent pas forcément faire. Donc le rôle de l'État, à mon sens, de l'État demain, c'est pas de dire il faut faire du bio dans les cantines, donc on va édicter la circulaire X43B12 qui nous explique en 653 alinéas comment on fait. C'est plutôt d'aller voir ce que fait monsieur le maire Aschieri et d'aller voir les autres élus et de dire vous pouvez aussi le faire par du partage d'expérience, par de la mutualisation, par des appels à projets, par au fond de l'agrégation. Donc en fait on est dans un rôle beaucoup plus horizontal de diffusion et d'accompagnement de l'innovation, beaucoup plus que de verticalité descendante. Et je pense qu'il y a des choses extraordinaires qui s'inventent, en particulier sur l'alimentation dans les territoires, et que l'enjeu maintenant, parce que l'État reste le garant de l'égalité républicaine, c'est à ça qu'on est quand même très attaché dans notre République, c'est de faire en sorte que les autres territoires bénéficient de ces innovations, se les approprient, et l'égalité de demain, c'est ça. Petite collectivité, grande collectivité, c'est pareil ? Parce surtout, que j'imagine qu'on ne travaille pas de la même manière avec une petite ville qu'avec Lyon, qu'avec Grenoble, qu'avec... En fait, on se rend compte, moi j'ai monté une académie des territoires pour former justement les élus aux problématiques de transition. On fait une grande place à l'alimentation et les maires, quand ils discutent entre eux, que ce soit 700 000 habitants ou 5 000 habitants, ils se rendent compte qu'ils ont souvent les mêmes préoccupations et les mêmes problématiques. Et j'irai même plus loin, je pense que l'avenir est à la coopération entre territoires. Vous voyez, par exemple, on parle beaucoup, alors c'est un peu techno, mais des contrats de réciprocité, c'est-à-dire au fond des contrats que signe une grande ville avec une petite ville, où on fait un échange de bons procédés.
c'est ce que vient de faire par exemple la ville de Paris avec une petite ville dans l'Yonne qui s'appelle Joigny. Et Joigny, c'est un peu la ceinture maraîchère de Paris. C'est-à-dire que la maire de Paris, elle avait une problématique, c'était qu'elle avait besoin d'avoir du bio et un approvisionnement maraîcher de proximité dans ses cantines. Elle signe un contrat de réciprocité, pas dans toutes les cantines. Il y a beaucoup de travail, on en reparlera peut-être, mais en tout cas, la dynamique est là. Et donc, elle signe un contrat de réciprocité avec Joigny, une petite ville de Lyon, et c'est du gagnant-gagnant. Et je crois que l'avenir est vraiment à la coopération entre territoires, y compris de morphologie et de taille très différentes. J'imagine que quand on travaille à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, on a une vue sur peut-être 5-10 ans. Comment est-ce que vous voyez le futur assez rapidement, mais surtout de point de vue innovation, mais aussi qui peut toucher la majeure partie des personnes et des gens qui habitent dans telle ou telle collectivité? Surtout s'agissant de la révolution alimentaire, moi je crois beaucoup au réseau de territoires et je crois beaucoup à la logique de l'essaimage. C'est-à-dire que quand une idée ou une innovation apparaît quelque part et qu'elle est forte et qu'elle est au service de l'intérêt général, comme c'est le cas à Mouans-Sartoux, elle ne peut que rayonner, elle ne peut que grandir. Et donc tout l'enjeu en fait pour les 5 ou 10 prochaines années, c'est pas de réinventer la roue chacun dans son coin, c'est plutôt de faire grandir et de faire grossir ce qui se fait de mieux déjà dans les territoires, parce que cette révolution de l'économie du bien-être, elle existe déjà. Il y a énormément d'élus, énormément de restaurateurs, de chefs d'entreprise, d'agriculteurs qui sont dans l'innovation, qui sont dans cette économie du bien-être. Il faut maintenant arriver à amplifier ces initiatives et à les faire grandir. Et c'est là qu'il peut y avoir un rôle intéressant pour la puissance publique, mais à condition de se repenser et de se réinventer. Monsieur le maire, justement, Pierre Asqueri, déjà, merci à nouveau d'être avec nous. Donc Mouans-Sartoux, on l'a entendu, hein, David l'a dit et redit, c'est un exemple qui a commencé il y a 20 ans. Et hormis un excellent salon du livre aussi, hein, parce que vous avez mis en place donc, depuis quelques années donc, un véritable renouveau des cantines scolaires, une alimentation bio, de qualité et locale pour les enfants. Alors, une question qu'on vous pose, j'imagine, depuis 20 ans, mais comment est-ce que l'on met ce chantier en place, et surtout pour que ça dure sur 20 ans, et quelles ont été, effectivement, au fur et à mesure, les petites touches qui ont été, qui font ce que aujourd'hui fait Mouans-Sartoux? Alors effectivement, c'est un chantier qui s'inscrit sur le temps long, c'est important. Le temps long qui va au-delà des échéances électorales. C'est important aussi, parce que quand on est élu, on a très souvent comme point de mire les prochaines échéances. Et là, ce projet, il s'est inscrit au-delà des échéances. Donc il faut être dans une certaine stabilité politique pour avoir cette perspective. Une petite parenthèse. Le préalable, c'est le changement de paradigme. Dire que, avant tout, c'est la qualité que l'on va mettre en avant et pas une logique comptable. On peut avoir une logique comptable sur les cantines en disant on va faire le moins cher et on y arrive très facilement, on fait des économies, on fait intervenir des grandes sociétés, tout ça, on arrive avec des prix défiant toute concurrence. Si on change de paradigme, si on dit maintenant c'est la qualité qu'on met en avant, et en étant un tout petit peu audacieux et imaginatif, on arrive à avoir des prix tout à fait compétitifs aussi. Donc, pour ce qui nous concerne, à coût constant, on est passé à 100% bio, donc sans surcoût. Quand on dit oui mais le bio c'est bien mais ça coûte trop cher, c'est pas vrai. On y arrive très bien. On y arrive en associant tous les acteurs, toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que les parents généralement nous suivent, les agents il faut les faire participer, il ne faut pas leur imposer des choses. Donc les injonctions venues d'en haut en disant désormais vous allez faire 50% de bio, ça passe pas. Il faut y accompagner. Donc c'est sur le temps long. C'est en fonction de la spécificité locale. Alors, on parle du modèle Mouansois, c'est très gentil, c'est très flatté, mais le modèle, il est propre à la configuration du lieu, à sa géographie, à son histoire. Ce modèle n'est pas forcément transposable. On peut partager les informations, on peut partager les projets, mais ensuite, on doit décliner en fonction du territoire. C'est vraiment essentiel. Nous, on est... Alors, peut-être c'est ça qui est intéressant, parce qu'on est sur la Côte d'Azur, dans un milieu particulièrement hostile. C'est-à-dire que l'agriculture a disparu, quasiment. Le prix du foncier, je vous en parle même pas. Donc on a développé un modèle qui est adapté aux contraintes locales. Ça ne serait pas le même ici, ça ne serait pas le même, je ne sais pas, en Normandie. Mais en revanche, on garde des invariants. L'invariant, c'est la qualité avant tout, le bien-être des enfants, le bien-être de l'environnement. On limite évidemment les acheminements lointains.
Voilà, c'est ça, c'est les orientations. Et puis après, on peut partager les projets, on peut partager les initiatives. Et on en fait un projet de territoire. Ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il a fallu convaincre beaucoup de gens ou finalement tout le monde s'est dit mais oui, forcément, c'est ça qu'il faut faire? Il a fallu accompagner, convaincre. Les gens sont tous convaincus. Je pense qu'ici, partout, tout le monde est d'accord de dire qu'il faut manger sainement, surtout pour les enfants. Et il faut que ça soit de l'alimentation de proximité. Il faut tenir compte de la saisonnalité, bien évidemment. Il ne faut pas de produits transformés. Il faut réapprendre à manger. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais la pause méridienne, pour ce qui nous concerne, c'est une pause, je dirais, presque éducative, pédagogique. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement. C'est-à-dire les enfants goûtent de tout. Et ils ont d'autant plus de facilité à goûter de tout qu'ils ont quelque part participé au processus de croissance des aliments, puisqu'on a une ferme, nous produisons nous-mêmes nos légumes, donc ils vont aller voir les semis de blettes, et puis les blettes, c'est pas un truc qui est super sexy pour des enfants, et généralement ils rechignent un peu, mais quand ils les ont vus pousser, quand ils les ont arrosés, quand ils les ont... Eh bien, ils les mangent plus facilement, quoi. Après, on les décline de différentes sortes, mais voilà, il y a cette reconnexion, alors le terme est peut-être un peu galvaudé, mais cette reconnexion avec la terre, avec la nature, quelque part, facilite aussi l'apprentissage, facilite la découverte de plein de choses, et voilà, ils sortent du steak frites, quoi, classique, ils ont d'autres intérêts maintenant. Est-ce que la cantine, parce que ça c'est une question, j'imagine que les mères se posent est-ce que ça augmente le prix de la cantine pour les enfants? Je veux dire, les parents, est-ce qu'ils vont payer un peu plus cher pour avoir ce service en plus? Pas du tout, non. On est justement, je le disais, déjà on a une tarification sociale qui est basée sur le quotient familial. Donc le prix moyen, c'est 3 ou 4 euros, je crois, c'est le prix moyen. Le prix médian est à peu près au même niveau. Je le répète, il n'y a pas de surcoût. Il n'y a pas de surcoût. On est exactement au même niveau que si on était dans du traditionnel, voire industriel. Non, il n'y a pas de surcoût. Ça ne coûte pas plus cher. L'économie, et c'est essentiel, mais c'est un projet global, hein, c'est une approche globale. L'économie qui nous permet d'augmenter la qualité, d'avoir du bio, du 100% bio, d'avoir du local, c'est sur le gaspillage. On a réduit de 80% le gaspillage alimentaire dans les cantines parce qu'il y a de l'accompagnement, parce que on est sorti des standards de dire il faut qu'il y ait un grammage à chaque repas. Non, les enfants se servent en fonction de leur appétit, ils peuvent se resservir, il y a du rab. Voilà, la pause méridienne, je reviens là-dessus, c'est important, c'est une pause pédagogique. On ne donne pas à manger aux enfants, on les nourrit. On les nourrit, presque je dirais intellectuellement. Mais voilà, c'est un projet global, quoi. C'est pas uniquement de dire on affiche du bio dans les cantines et puis basta, quoi. Comment est-ce que l'on inclut aussi la population en son entier? Parce que j'imagine que donc, les enfants, forcément, il y a les parents, mais il y a aussi la ville qui dans son ensemble, quoi. Tout à fait, c'est un projet de territoire. On part de l'alimentation de qualité dans les cantines pour en faire un projet de territoire. Dire que les parents, maintenant, on fait des enquêtes de satisfaction régulièrement, ont changé leurs habitudes alimentaires. À 80%, disent nous, c'est ça, ce que vous me disiez, maintenant, c'est étonnant, on change nos habitudes, on veut du local, pas forcément du bio, parce que c'est toujours un peu plus compliqué, c'est un peu plus cher. Enfin, on veut du local, on fait attention à la provenance, on fait attention à la saisonnalité, on veut moins de plats transformés, on cuisine, on fait aussi des ateliers de cuisine, on fait des défis famille alimentation positive, on travaille dans le champ social avec les plus démunis. On a une épicerie sociale dans laquelle on fournit des aliments, des denrées non transformées, bio, en partenariat avec des magasins du coin, avec notre régie agricole qui, lorsqu'elle est en surproduction, fournit à l'épicerie. Les bénéficiaires de l'épicerie, on les associe à la production, ils viennent intervenir sur le site de production aussi, ils se reconnectent aussi avec la terre. Donc voilà, ça fait un projet global. On a le citoyen nourrit sa ville, c'est-à-dire qu'on met des espaces dans la ville, des espaces publics dans lesquels les gens peuvent cultiver des aliments de saison. On peut cultiver son jardin, comme disait Voltaire. En pas de porte, on cultive son jardin en bas de chez soi, sur les plates-bandes des fois qui sont un peu délaissées. On a mis des jardins partagés, il y a des jardins familiaux. Enfin, voilà, ça devient, j'insiste là-dessus, on part d'alimentation dans les cantines, des enfants et des crèches et du collège maintenant, donc on est 100% sur le territoire.
pour en faire un projet de territoire, quoi, ou avec des gens qui sont en recherche de bio et de proximité. Et les maraîchers qui sont sur notre territoire sont débordés, quoi. Il faudrait avoir plus de foncier, ça c'est le souci chez nous justement, parce que le foncier devient rare et extrêmement cher. Mais c'est un projet de territoire. Les collèges, c'est la région, c'est ça qui s'occupe. C'est la région, mais alors Donc ça veut dire que vous incluez donc la région maintenant, Ouais, effectivement, dans le fonctionnement de Montsartou. Enfin, absolument, mais c'est le département, les collèges. c'est le département, oui. Mais il y a un effet de bord très vertueux, parce que les parents et les enfants sont passés, donc les enfants sont passés des crèches avec du bio, 100%, à l'école primaire, en cantine, à 100% bio. Ils arrivent au collège, c'est plus bio, c'est plus local, c'est transformé et autres. Les parents et les enfants ont dit, mais c'est pas possible, pourquoi il n'y a pas cette continuité? Donc ils sont allés taper à la porte de madame la principale du collège, qui a eu une oreille très attentive, qui a dit, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est pas cohérent, quoi. Surtout qu'on a tout ce qu'il faut dans la cantine pour produire nous-mêmes, il y a tout, elle est super bien équipée. Donc ils sont allés voir le président du conseil départemental, qui a eu aussi la justesse d'écouter, de dire bah oui, ben, allons-y. Donc le collège de Montsartou était le premier du département à être à 100% bio. Donc on a quelque chose de complètement cohérent. Et puis après, peut-être qu'on ira sur le lycée et puis l'université. On travaille avec eux d'ailleurs. Bon, maintenant on prie pour que tous les maires de France fonctionnent comme vous. Mais c'est une tendance forte. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les programmes électoraux de l'année dernière. C'était quand même un point essentiel dans les programmes électoraux. Ah oui, c'était écrit, oui. C'est ça, c'était écrit. Mais il y a des... C'était écrit. Michel Trama, à vous. Alors Michel Trama, vous êtes chef de cuisine gastronomique depuis quelques années, à l'Aubergeade de Pumerolles, c'était une vingtaine de kilomètres d'Agen. Avant de commencer à vous poser quelques questions, je crois que vous vouliez nous lire un discours que vous avez écrit. Oui, et puis je voudrais surtout dire que, monsieur le maire, vous m'avez fait beaucoup de peine. Ah, ça démarre mal. Parce qu'il aurait fallu que vous soyez maire de Pumerolles il y a 30 ans. Vous croyez que c'est facile? Oui. Pierre Asqueri, président. Bref. Bon, vous allez comprendre que je ne serai pas le premier en concours d'éloquence. Seul mon cœur dicte mes mots. Sur la conscience d'un homme qui a passé sa vie à travailler, ce que la nature lui a apporté dicte ma pensée. J'appelle ça l'éloge de la cuisine de Mémé ou un plaidoyer d'un révolutionnaire pacifiste. C'est moi. Titre que pourrait résumer mon état d'esprit aujourd'hui. En l'an 1500, 450 millions d'habitants sur Terre. 1930, date de naissance de Michel Serres, qui était un philosophe du Lot-et-Garonne d'Agen, 2 milliards 200 millions. Aujourd'hui, 7 milliards 800 millions, avec prévision de plus de 10 milliards en 2050. Alors, question, pourrons-nous produire assez de nourriture pour satisfaire nos besoins avec une urbanisation galopante et une conquête des terres responsable d'une déforestation sans précédent, et avec l'utilisation accrue des engrais chimiques, des pesticides et d'autres intrants agricoles, l'intensification de l'élevage qui a pour effet négatif accru sur l'environnement, la contamination des terres, de l'eau et la pollution atmosphérique, les pressions sur l'environnement que nous créons sont exponentielles. Et je ne parle pas de cette pollution due à nos déchets, ni nos dépotoirs ambulants que sont nos mers et nos océans. Y a-t-il une solution quand on pense que nous sommes les plus grands prédateurs et finalement notre prédateur? Les conséquences du progrès, c'est l'autodestruction, nous dit Michel Houellebecq. Mais du coup, où est le progrès? En 1990, Michel Serres écrivait Le contrat naturel. Son livre s'est heurté à une levée de boucliers il y a 30 ans, quand nous dénoncions la production intensive, l'utilisation des pesticides. On vous riait au nez et on vous traitait de fou, du luberlu. Aujourd'hui, tout le monde s'empare du sujet. En 1991, avec l'aval de Michel Serres, je voulais de faire de Pumerolles le premier village biologique de France et éco-responsable. Les politiques m'ont fait un grand bras d'honneur. Vous avez compris, monsieur le maire, pourquoi je dis il y a 30 ans, en 91. Je disais en 92, ils avaient fait une interview, les 14, ils appelaient ça les stars de la gastronomie dont je faisais partie. Qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir?
Et je disais favoriser les producteurs locaux en 92. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. Aujourd'hui, avec faire du bio, c'est la moins pire des solutions. Même si notre atmosphère et nos cours d'eau sont pollués et nos comportements que nos terres n'ont pas été aussi pauvres et vides de toute substance. Je dis bien, c'est la moins pire. Mais j'arrête. Non, je ne vous apprends rien. Vous tous ici avez ces informations. Ce qui m'importe et me porte aujourd'hui, c'est la conscience que nous devons avoir de tout cela. Comprendre que lorsque nous faisons une compote de pommes, nous faisons cuire des fruits qui ont reçu 27 à 40 traitements. Votre compote n'est qu'une compote de pesticides. Nous mangeons pour vivre, mais aujourd'hui, ce que nous mangeons nous détruit, nous rend malades. La malnutrition nous touche tous désormais. Juste au passage, aux États-Unis, l'espérance de vie est en train de régresser à cause de la malnutrition, de l'obésité. On se gave de médicaments pour tenter de réparer les dégâts dus à ces alicaments, comme le faisaient nos anciens, dans le respect de la nature et de sa générosité et tous les plaisirs qu'elle offre. Car oui, manger, c'est aussi du plaisir. Et tout cuisinier est un metteur en scène de bonheur. Expression que j'aime utiliser dans le cadre de mon association caritative avec les bouffons de la cuisine. Femmes et hommes de cœur qui soutiennent par des repas festifs des gens que la vie malmène dans toute la France et même à l'étranger. C'est une association qui a démarré dans le Lot-et-Garonne. Cet acte spontané, naturel, réflexe qu'est manger est devenu aujourd'hui un enjeu majeur sanitaire, social, territorial et environnemental pour l'humanité tout entière. La meilleure preuve, la nature, je pense, nous tape sur les doigts avec ce virus. C'est un avertissement. Oui, ce constat n'est pas très réjouissant, mais je suis d'un caractère optimiste, confiant néanmoins dans le progrès. J'espère qu'avec l'intelligence des hommes, aidés par l'intelligence artificielle, nos terres retrouveront les ressources naturelles avec toute la faune qui les enrichissent, comme les vers de terre qui produisent le meilleur engrais qu'il soit, que les cuisiniers continueront à cuisiner comme des anges, que l'esprit de la cuisine des grands-mères reviendra faire chanter nos casseroles et que ce monde sera aimable avec ce plus bel artiste au monde qu'est la nature. Michel Serres disait « Il faudrait un avocat pour la nature ». Comme disait Albert Camus en 1952 dans L'homme révolté, comment aimer un monde qui n'est pas aimable? Puissent nos échanges au cours de ce premier festival française, auquel je suis fier et honoré d'y participer, écrire les premières pages d'une histoire sobre, consciencieuse et optimiste de l'art de vivre à la française. Je préfère parce que la gastronomie, c'est élitiste. On a besoin de bars, on a besoin des cafés. C'est la cuisine, c'est la France. Ça représente pour les générations futures. Merci de votre attention. Merci Sébastien Ripari pour avoir choisi le Lot-et-Garonne. Je ne dis pas Agen, je dis le Lot-et-Garonne parce que bon, ça fait que 43 ans que j'y suis, mais j'y suis très attaché. Merci à tous. Déjà, beau discours. Merci beaucoup, Michel Trama. Avec justement l'association Les Bouffons de la Cuisine, vous allez régulièrement dans les écoles pour parler aux enfants. Comment est-ce qu'ils vous voient arriver, les enfants? Qu'est-ce que vous leur dites? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il se passe? Racontez-nous un petit peu. On a 3 minutes. Non, moi je les fais venir à la maison. Je les fais venir dans le restaurant directement? Oui, bien sûr. Non, nous, les Bouffons de la Cuisine, on fait des repas où les gens sont assis. Il y a certains qui ne sont jamais allés au restaurant. On fait ça dans des salles de fête, on fait ça dans toute la France. Pas besoin d'avoir des toques et des étoiles pour revoir du cœur. C'est partage, solidarité. Pourquoi les Bouffons de la Cuisine? Parce que c'est l'autodérision. On ne se prend pas au sérieux. Et puis c'est aussi, avant tout, préserver la nature et sa diversité. Ce que certains appellent l'écologie, mais qui n'est pas une politique, qui est une conscience pour les générations futures. Voilà ce que sont les Bouffons de la Cuisine. Pour les enfants, bon, ils sont toujours étonnés. Bon, déjà, quand il y a des tocs dans les cuisines, ils voient ça, ils ont vu ça au cinéma, ils ont vu ça à la télévision, et ils voient ça en nature. Et puis, bon, on essaye de leur faire des petits gâteaux qu'ils reproduisent à la maison, et voilà. Vous leur faites goûter des choses auxquelles ils n'ont pas... Vous leur faites goûter des choses auxquelles ils n'ont pas forcément l'habitude?
Pas spécialement, Non. non. Non, ce qui est important, c'est de leur montrer, bien sûr, c'est une recette, mais leur montrer qu'on pèse, leur montrer que c'est de la rigueur. La cuisine, c'est de la rigueur. La cuisine, c'est beaucoup d'amour. Et quand on leur dit, bah, tu feras ça à ta maman, elle sera contente, ou à ton papa, je crois que dans la cuisine aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis à mes cuisiniers, faites comme si c'était pour l'être le plus cher que vous avez en salle. Et bon, j'espère qu'on pourra parler de la psychologie du goût. Justement, j'allais vous lancer dessus, effectivement. Donc, on ne cuisine pas de la même manière, j'imagine, pour chaque personne, parce que je crois que cette notion de psychologie du goût, vous me disiez que vous ne cuisinez pas forcément de la même manière, c'est ça, en fonction de qui vous avez en face. Et, voilà. Et le discours n'est pas forcément le même. Vous savez, ça fait 43 ans que je suis à Puy-Mirol. On a eu avec mon épouse, qui a été le ciment de notre affaire, les plus grandes promotions. On a eu 3 étoiles au Michelin. On a été 4 fois cuisinier de l'année. Mais j'oublie pas tous mes collaborateurs. Le jour de la fête des pères, j'en ai 6 qui m'ont envoyé soit un texto, qui m'ont appelé et qui m'ont dit « Chef, c'est votre fête aujourd'hui. » Voilà, ce sont des filles spirituelles. Et grâce à eux aussi, c'est une équipe. Et bon, j'ai eu une maladie, j'ai perdu la 3e étoile. Et pour moi, quand je dis les récompenses sont collectives, mais la défaite est orpheline. Et donc, quand je appelle la psychologie du goût, quand c'est pris, je parle bien aussi des gens en salle qui sont importants, les sommeliers. Les gens en salle, ce ne sont pas des porteurs d'assiettes. Ils doivent savoir ce qu'ils servent. Et c'est ce que j'appelle la psychologie du goût. Moi, je ne peux pas avoir une commande avec un numéro de table. Il faut que j'aille voir les gens avant. Il m'est arrivé dans ma carrière 2 ou 3 fois, en revenant, la façon qu'ils m'ont regardé, la façon qu'ils ont parlé, en revenant, les voir en leur disant « c'est pas pour vous ça, c'est gonflé, bon, j'ai 3/4 de siècle, je suis un dinosaure de la cuisine, je me suis permis certaines choses parce que j'étais un peu plus âgé que les autres, et je leur ai expliqué, non, parce qu'une réflexion, disons, j'espère qu'il y en a assez à manger dedans et tout, voilà, quand on prend ma cuisine, ce n'est pas que du caviar, mais on fait du caviar, ce sont des produits très chers. On pèse le caviar, on pèse la truffe, etc. Bon, quand on fait... j'ai un cuisinier qui est là, qui s'appelle Tristan, quand il fait des tours de pommes de terre, qui est un travail technique important, eh bien, on met 10 grammes de caviar. C'est un certain prix. Alors, quand le monsieur m'a dit, oh, j'espère qu'il y en a assez dans l'assiette, je vais lui dire, monsieur, il faut prendre peut-être autre chose. Voilà, la psychologie du goût, moi, un numéro de table ne me convient pas. J'ai besoin de voir les gens. D'aller voir effectivement qui est-ce qui vient vous voir et vous, qui est-ce que vous servez et voilà. À qui vous faites la cuisine. Et puis bon, cette carrière magnifique, on a connu des gens célèbres, mais on a connu aussi des gens qui cassaient leur tirelire pour venir manger chez nous. Et ça, c'est très important. Justement, Élodie Sauvage-Ferrezin, bonjour. Bonjour. Merci Michel Trama. Vous pouvez intervenir effectivement, alors là on a 10 minutes, après peut-être qu'on aura peut-être 1 ou 2 questions en public, ça va être un peu compliqué mais on va essayer. Donc vous êtes la directrice de Hangar et du Hangar Bus. Oui. Voilà, on va parler un petit peu des deux. Donc le Hangar, c'est un café-restaurant solidaire en coopérative et qui appartient à ses 100 sociétaires. Ça fait déjà beaucoup de monde, donc déjà j'ai bien compris, si je dois résumer. C'est ça ? C'est ça. Bon, d'accord. Alors vous n'êtes pas à la base de la restauration ? Non. Bon. Comment on se retrouve à travailler à la fois dans le solidaire et dans la restauration solidaire ? Alors, à la base... Ne regardez pas vos notes, vous connaissez toutes les réponses. Ne vous inquiétez pas. Donc je viens d'Agen aussi, et mes études m'ont amené à faire une thèse sur la démocratie environnementale et comment on va chercher les citoyens les plus éloignés de la décision publique à participer à des enjeux d'intérêt général, donc sur des questions liées à l'environnement, liées à la participation citoyenne. Et donc, ayant toujours des attaches à Agen, la réalité aussi du territoire, c'est qu'on se retrouve avec un doctorat et qu'on veut rester vivre à Agen, il faut faire le pas de côté et créer son activité professionnelle. Donc, étant passionné des gens, passionné
nourriture. Enfin voilà, j'adore manger. Donc je ne fais jamais à manger puisque j'ai mon mari qui cuisine. Au hangar, je ne cuisine pas non plus. On a des super chefs qui s'en occupent. Et donc on a fait ce pas de côté en cherchant qu'est-ce qui fait qu'en France on se retrouve autour de la table et qu'est-ce qui fait qu'en France on ne se retrouve pas autour de la table. Et donc on a décidé au hangar de travailler cet enjeu autour de l'accessibilité sociale du restaurant. Et donc, le premier étage qu'on a cherché à comprendre, c'est cette question de l'argent. Beaucoup de gens nous disent « je ne vais pas au restaurant parce que je n'ai pas les moyens ». OK, comment on travaille cet enjeu financier ? Donc, on a créé un restaurant solidaire qui permet à des gens de venir au restaurant à des sommes modiques. Donc, les non-adhérents, les clients classiques, payent 10 € entrée, plat, dessert pour venir au restaurant. On a même créé un système avec des adhésions où les gens peuvent avoir des réductions calculées en fonction de leurs revenus et donc des réductions qui vont jusqu'à 50% du prix du menu. Et donc là, on a fait entrer le principe de solidarité. Les gens qui ont les moyens peuvent donner plus et ce plus vient compenser ce que les familles ne peuvent pas mettre. Et là encore, on s'est rendu compte que même cette accessibilité financière, ce n'était pas suffisant pour faire revenir des personnes autour de la table. Et donc, on a creusé cette question autour des codes sociaux du restaurant. Et venir au resto, appeler pour réserver, venir manger à table ensemble, venir à table avec des enfants. On s'est rendu compte qu'autour de cette activité sociale du restaurant, il y avait tout un tas d'acquis que certaines personnes n'avaient pas. Et même si on a mis en place au hangar les repas suspendus, donc ça veut dire qu'on a des clients qui offrent un repas à des personnes démunies, et c'est difficile, même quand le repas est offert, de faire venir les gens autour de la table. C'est ce que vous constatez certainement avec les bouffons de la cuisine. Ça veut dire qu'il y a un travail aussi d'accompagnement, d'acculturation, d'intégration. Et rendre accessible un restaurant, c'est aussi le rendre accessible par sa forme. Là, on parle par exemple du handicap, dans sa simplicité, afin que les gens aussi se sentent dignes et à leur place quand ils vont manger au restaurant. Et c'est tout ce travail d'accompagnement social que l'on fait au hangar. Donc au hangar, grâce à ce principe-là, on a pu créer 10 emplois. On a recruté un éducateur spécialisé qui va travailler cet accompagnement social quand on parle du champ des addictions, du handicap, de la maladie mentale. Et comment toutes ces personnes éloignées de cette sortie qui est éminemment sociale peuvent venir retrouver une place et quelque part retrouver aussi une place dans la société dans laquelle on est. D'où le hangar bus, parce qu'on s'est rendu compte... Je n'ai pas de questions à poser, c'est l'avantage. Je l'ai vu dans son regard. On s'est rendu compte, encore plus en Lot-et-Garonne, en milieu rural, que l'accessibilité et la mobilité, c'était aussi un enjeu. Et que certaines personnes ne vont pas au restaurant parce que tout simplement le soir, on ne conduit pas. Quand on voit certaines routes lot-et-garonnaises avec des virages partout, c'est pas évident. Ça a un coût en temps, ça a un coût financier. Et donc, si tu ne vas pas au restaurant, le restaurant viendra à toi, quoi. Exactement. L'enjeu du hangar bus, c'était de pouvoir amener le resto-bus. Donc, on ne fait pas du food truck, on fait vraiment de la restauration avec un menu. On a une cuisine qui est équipée avec les normes de la restauration. On a même un four pro, une cuisine, une cellule de refroidissement. Ce qui nous permet, du coup, de cuisiner. Vous avez des villes partenaires, c'est ça surtout, hein. Voilà, et des communes partenaires. On fait des communes partenaires, plutôt, oui. Voilà, on travaille avec une quinzaine de communes qui accueillent le bus. On a sur place des bénévoles qui se mobilisent pour faire le service avec nous. On a même des élus locaux qui participent au service avec nous. Donc ça, c'est une dimension que je trouve ça génial quand on a le maire du village qui est littéralement au service des habitants à servir à table pour ses administrés. Et donc, on cuisine... un menu entrée plat dessert à 12,50 € dans le bus. Et en plus, vous faites de l'anti-gaspi. Voilà. Ça, on ne l'a pas encore dit, je crois. Si on arrive à avoir des prix... Vous essayez de récupérer effectivement de la nourriture pour pouvoir les retravailler. Tout à fait. C'est parce qu'on a un système d'anti-gaspillage alimentaire. On fait de la récup auprès de grossistes, on fait de la récup auprès d'agriculteurs locaux, des invendus des épiceries sociales et solidaires qui des fois se retrouvent avec énormément de marchandises. Et donc tout ce qui ne peut pas être écoulé et qui va être rejeté parce que les dates de péremption sont très courtes, parce que les produits sont biscornus, mal calibrés, etc., on le récupère. Et du coup, nos chefs ont la grosse particularité que le matin, ils voient les arrivages et ils créent leur menu au jour le jour en fonction de la récup. Et à ce jour, on récupère plus de 2 tonnes d'invendus par mois, ce qui est énorme. C'est énorme. Il y a encore un travail
à faire qui est considérable sur la récupération au niveau local. Et aujourd'hui, on a tellement d'invendus qu'on en passe dans le bus et on a mis en place au hangar un frigo solidaire pour éviter aussi de gaspiller. Quand, justement, je reparle un petit peu des enfants, parce que c'est intéressant, vous me disiez aussi qu'il y a des enfants qui ne vont jamais au restaurant, leurs parents ne les emmènent pas. On l'a dit à la fois pour l'argent, mais aussi pour le côté social. Et donc, comment est-ce que vous les amenez au restaurant ? Tout à fait. Donc, le hangar est situé à proximité de 2 quartiers politiques de la ville. Et donc, on a mené des partenariats avec les écoles. Et donc, régulièrement dans l'année, avec les enseignants et les enseignantes, on accueille des classes qui viennent au restaurant. On accueille des classes de la maternelle jusqu'au collège. Donc quand on fait venir des maternelles, on a un partenariat avec la ville d'Agen et les services techniques de la ville d'Agen nous prêtent du mobilier adapté pour que les enfants puissent être assis, afin qu'on puisse dérouler un entrée-plat-dessert servi à l'assiette dans des conditions adaptées pour les enfants. Et donc là, on se rend compte que sur les textures, sur des produits, il y a beaucoup d'ignorance et on se retrouve avec des enfants, voilà, au collège, 11 ans, la seule sortie resto qu'ils font, c'est le fast-food. Oui, parce que le fast-food, c'est facile pour commander, parce qu'il y a le jeu pour les enfants. Et vraiment, ce temps où on se retrouve à table, on prend le temps de manger, on prend le temps de se raconter sa journée, d'échanger, de discuter, qui sont pareil des enjeux sociaux énormes, parce que quand on se retrouve adulte sur le marché du travail et qu'on n'a pas eu l'habitude, enfant, d'aller au resto, et bien quand on se retrouve à aller manger avec son employeur, manger avec ses collègues, un repas d'affaires pour défendre... Ou même tout simplement avec des amis aussi, hein, c'est aussi encore les amis, voilà, il y a peut-être une présentation de soi qui est peut-être plus simple, mais tous ces enjeux-là, aujourd'hui, ben, ça s'apprend très tôt, et ça renvoie à ce que vous disiez sur la dimension pédagogique de la cantine. Ben, être à table, se tenir à table, c'est aussi être en société, et c'est un enjeu majeur dans notre société moderne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les fast-foods, en plus, il y a une commande qui va prendre 2 minutes, mais même parfois, on est juste face à un écran. Donc, il y a même, effectivement, même ce côté humain a tendance à disparaître, quoi. On va s'arrêter ici pour mes questions à moi. On va peut-être avoir le temps de poser peut-être 1 ou 2 questions, grand maximum. Je peux dire une chose. Michel, oui, peut-être. Je voudrais... je suis d'accord avec ce que disait Élodie. La misère se cache. On a beaucoup de mal des fois. Bon, on passe pour les repas des bouffons de la cuisine, par les CCAS, par les Restos du Cœur, par le Secours populaire. On a souvent du mal, entre guillemets, à aller chercher les gens parce que par dignité, ils se cachent. La misère se cache. Et je voudrais lancer un petit à tout le monde. On ne peut pas s'occuper de tout le monde, mais tout le monde peut s'occuper de quelqu'un. C'est-à-dire que depuis quelques années, le 25 décembre à midi, dans chaque village, les bouffons de la cuisine ont lancé « Aller porter un repas à une personne isolée, oubliée ». Et des fois, les gens isolés et oubliés, c'est pas une question d'argent, c'est une question qui sont complètement délaissés par les familles. Voilà, donc... on peut pas s'occuper de tout le monde, mais tout le monde peut s'occuper de quelqu'un. Même s'il reste des restes de la veille, on va porter un petit repas à une personne en général qui sont âgées. Et c'est le plus grand plaisir pour ces personnes. Voilà. Merci de m'avoir donné la parole pour les bouffons de la cuisine. Et puis j'aimerais, bien sûr, c'est les bénévolats, on a des gens magnifiques, on a la secrétaire, je sais pas, je la vois pas, elle était là, la secrétaire qui fait un travail énorme, tous les chefs qui font un travail énorme, et ils donnent beaucoup de leur temps, et merci à eux officiellement. Est-ce qu'il y a une question en public ? On va en prendre juste une. Eh bien non, on ne va pas prendre de questions, c'est parfait. Merci beaucoup à vous 4. Élodie Sauvage-Ferrezin, Michel Trama, bien évidemment, Pierre Aschieri, merci beaucoup, et David Jaïz. Et... oui, Élodie, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui. Ce midi, on a réussi à faire passer le bus à l'intérieur du centre des congrès. Donc si vous avez envie de vous restaurer au bus ou de rencontrer le chef du bus, n'hésitez pas. C'est super intéressant. On a fait venir une équipe qui est très représentative du hangar avec Thibaut, par exemple, qui est
qui est un jeune autiste qui fait du bénévolat avec nous depuis 3 ans et qui est en stage maintenant sur les métiers de la cuisine. Voilà, Alors je ferme la parenthèse. même sans attendre le déjeuner, puisqu'il est temps maintenant de faire une pause. Et donc justement, votre hangarbus est déjà en place sur le parvis du Centre des Congrès. Donc je vous propose d'aller le découvrir. Vous pouvez y acheter à boire, à manger, vous restaurer. Le bus sera avec nous jusqu'à 14h30, donc également pour la pause déjeunatoire. Je vous propose de nous retrouver ici dans 15 minutes, puisque le forum reprendra à 11h05 précise. Belle pause à vous tous. Merci encore à vous 5 et à tout à l'heure. Nous attendons pour la suite.